Et le titre que finalement nous avons donné à cette série de conférences, c'est « Vouloir la paix ». Vouloir la paix, ça donne une certaine orientation à la manière de parler de la paix, qui est en tout cas moins philosophique que si on avait fait une réflexion très théorique sur la question. Il y a même vouloir la paix, c'est développer une culture de paix que les Nations Unies définissent comme un ensemble de valeurs, attitudes, comportements, modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les États. Ça vous donne un vaste programme de tout ce qu'il faut mettre en branle pour faire la paix et la maintenir surtout. Alors, nous avons prévu 4 soirées. Je crois que dans les informations qui vous ont été circulées, vous avez la liste de ces 4 soirées, mais quand même. On a les 2 premières. Les 2 premières seulement. Ah bon, alors c'est mieux d'en donner 4. La première est l'impression qui domine, et le général Pellistrandi partage cette opinion, et que nous sommes à un moment de rupture, et ça, je n'ai pas dit ça comme ça, mais la question se pose de savoir si nous fêterons en paix le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 2 septembre 2025. Bon, je l'espère, mais c'est pas sûr. Jérôme. Alors, premièrement, je pense que les facteurs qui sont les plus préoccupants sont d'abord l'ambition de la Chine d'établir, avec la complicité de la Russie, un nouvel ordre mondial qui s'affranchisse des valeurs sur lesquelles se sont fondées la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Valeurs que la Chine et la Russie qualifient, comme d'autres malheureusement, d'occidentales et par conséquent instrument de la domination de l'Occident sur le reste du monde, domination qu'il faut changer. La deuxième préoccupation est que la belle théorie du doux commerce proposée par Montesquieu, mais pas pour nous, mais qui a été reprise par l'Allemagne sous le slogan « Le changement par le commerce ». Cette approche, cette théorie a fait long feu avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec la manière dont la Chine conduit sa politique, et on n'a pas du tout changé les opinions de la Chine, on lui a simplement donné les moyens de faire ce qu'elle a l'intention de faire. L'arme de la propagande et de la désinformation sont rendues très efficaces, ce n'est pas des armes nouvelles, mais elles sont rendues très efficaces avec les progrès de l'intelligence artificielle et l'extension des réseaux sociaux. Elles sapent particulièrement les pays démocratiques dès lors que le jugement des citoyens peut être manipulé, ce qu'elle est capable de faire très bien. Un 4e point des préoccupations actuelles, c'est les incertitudes. Première incertitude, les résultats de l'élection américaine. Deuxième incertitude, beaucoup plus vaste à plus long terme, l'impact du réchauffement climatique et du déclin de la biodiversité, avec les possibilités de pénurie alimentaire, de désertification, d'inondation, et qui peuvent être facteurs de migration massive et de guerre. Et puis toujours dans les facteurs de guerre, on les a toujours et ils vont rester longtemps, volonté d'affirmer sa puissance, ambition, frustration, situation conflictuelle non résolue, nouvelles armes, course aux armements, crainte de pénurie,
intolérance religieuse et raciale, tout ça est à l'œuvre et continuera d'être à l'œuvre. Alors, la première réunion, c'est pour faire un tour d'horizon. Alors, le général Pellistrandi est le rédacteur en chef de la Revue de la Défense nationale, que tout le monde connaît d'ailleurs, enfin devrait connaître. Et sur le thème qui nous rassemble ce soir, je crois qu'il a eu l'occasion et aura l'occasion de faire beaucoup de conférences ces temps-ci. Le deuxième conférencier, c'est Jérôme Vignon. Jérôme va donner un centrage européen sur cette préoccupation. Jérôme a été dans l'équipe de Delors à Bruxelles et il a créé la cellule de prospective à moyen long terme de la Commission européenne, qui n'existait pas avant. Qui n'existe plus. Pardon ? Qui n'existe plus. Et qui n'existe plus. Mais ça, c'est... Ça transite de rien. Mais ça fait rien. Enfin, si, ça fait ça. Et il est aussi membre conseiller à l'Institut Jacques Delors. Et puis, Jérôme Vignon, il est familier de ce milieu de confrontation et autres rencontres religieuses. Et c'est un sage. Et donc, c'est agréable de l'avoir. Alors, la deuxième séance aura pour thème, d'une façon très générale, les religions, la guerre et la paix. Bon. L'idée reçue que les religions ont été soit des facteurs, soit utilisés comme prétexte pour faire des guerres tout au long des siècles précédents, est une réalité, je crois, historique. Mais il est vrai qu'encore aujourd'hui, on le voit dans les sondages, les adeptes d'une religion considèrent ceux d'une autre religion et leurs pratiques comme des menaces pour leur mode de vie et l'unité du pays. Prosélytisme et intolérance ont au cours des siècles justifié et alimenté des guerres, alors que les textes religieux contiennent en abondance des appels à la paix et invitent à la tolérance et à la modération. La troisième... alors, cette séance sera donc avec Benoît Pellistrandi, qui est un historien, et qui donc peut survoler le temps et comprendre le présent à la lumière du passé. Et puis, Olivier Hahn, qui est lui aussi historien. Il a une autre qualité. Mais il est médiéviste et islamologue. Islamologue, voilà, c'est ça qui est important. Et il est professeur à Saint-Cyr. À Saint-Cyr. J'hésite parce que j'avais jusqu'à il y a 5 minutes un autre nom d'un autre islamologue. Donc, c'est ainsi. La séance est importante à cause du 19 juin. Le date. Ah oui, alors il y a un problème. C'est non, que... il n'y a pas de Non, il n'y a pas Mais de si, problème. c'est la date n'a pas changé. Oui, c'est Non. l'heure. La date changée, c'est 20 novembre. Non, non, 19 non. juin. La date. 19 juin, la prochaine réunion. 19 juin. 19 juin. Ça, c'est Et la grande particularité Oui, est pardon, que c'est le 19 juin et c'est à 19h30 au lieu de 19h. Et c'est ici. Et c'est ici. Oui. c'est ici. Non, mais c'est bien que vous le notiez. 19h30. La troisième séance de Vouloir la paix, elle sera consacrée aux acteurs de paix que sont les organisations internationales et les ONG qui militent nationalement et internationalement pour la paix, avec comme élément de recherche de la paix la définition que je vous ai donnée en tout début
qui est une définition de ce que voudraient les Nations Unies. Bon, à cette troisième séance, Bernard Millet a été ambassadeur de France, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à Genève, c'est-à-dire tout ce qui est opération, réfugiés et autres, et affaires économiques comme la CNUSED ou bien la Commission économique pour l'Europe. Et puis, il a été ensuite représentant permanent de la France à Vienne, c'est-à-dire les questions atomiques, qui sont aussi intéressantes dans la perspective dans laquelle nous sommes. Et la quatrième séance, la date, vous ne l'avez pas reçue, la troisième séance, ah oui, attends, j'ai oublié une chose importante, c'est que le second orateur sera Guy Orange, bon, à titre de membre de Justice et Paix et d'ancien président du CCFD. Donc il est connu, alors encore plus que Jérôme, dans ce milieu. Bon. La quatrième séance. Tu n'as pas redonné la date. Ben oui, j'ai pas redonné la date parce que je ne l'ai pas notée. C'est en octobre. 9 octobre. Le 9 octobre? Non. Bon, on le dira tout à l'heure. On le dit, oui. On le dira tout à l'heure. Ah oui. Alors, la dernière séance sera sera le mercredi 20 novembre. Bon, alors celle-là, je l'avais notée, avec un titre Guerre ou paix, a-t-on toujours le choix? Je pense qu'on ne devrait pas choisir la guerre si on peut choisir la paix, mais la guerre s'impose souvent à nous. Et je crois que c'est intéressant, ça reprend la définition de l'ONU que j'avais donnée, des objectifs de l'ONU que j'avais donné tout à l'heure. La paix, ce n'est pas une simple absence de guerre. Elle dépend au niveau individuel de la manière dont il a été possible d'éduquer chacun à la paix, apprendre par le dialogue ce qui l'oppose à l'autre et chercher avec lui les solutions qui satisfassent chacun des protagonistes. C'est au niveau des nations savoir apaiser les ressentiments et bien sûr ne pas en susciter de nouveaux, veiller à ne pas humilier, afficher des objectifs crédibles dont les pays partenaires pourraient bénéficier, multiplier les coopérations, se montrer unis avec ses alliés afin que nul ne soit tenté d'exploiter des divergences de vues légitimes. Mais quelles que soient les actions pour la paix, rien n'empêchera jamais un dictateur ou même un pas dictateur qui le voudrait pour une raison ou pour une autre de déclencher une guerre. Et dans le cas qui nous préoccupe, de déclencher une guerre contre l'Europe en frappant un ou plusieurs pays. Et j'avais entendu le général Lecointre présenter son livre Entre-guerres et dire, quelles que soient les circonstances, les chefs d'État qui voudront résister savent qu'ils devront dire à leurs troupes: vous êtes là pour tuer et donner la mort, pour défendre, en l'occurrence l'Europe, mais d'autres choses auxquelles vous croyez. Et ça oblige à une certaine réflexion philosophique et spirituelle. Et là, on aura, je l'espère, parce qu'il n'a pas encore dit non, mais il n'a pas encore dit oui, le général Lecointre et Sœur Cécile Renoir. Sœur Cécile Renoir est moins célèbre, mais pourtant, elle est quand même bien connue.
Et moi, je l'ai invité à parce que je m'occupe aussi des entretiens du Haut-Pas, à côté d'ici, Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Je l'ai invitée et elle nous a fait une conférence excellente. C'est une philosophe et une économiste, et elle est fondatrice du campus de la transition. Donc, au fond, en mentionnant cette 4e séance, il y a le côté national de la paix, et il y a le côté individuel. C'est la préparation des individus plus la question à laquelle elle s'attache. Voilà. Alors, je pense qu'il est tout naturel que vous commenciez, général. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cette invitation. Et c'est avec beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup de gravité, que je vais intervenir là dans les prochaines minutes. La thématique, c'est effectivement faire la paix. En fait, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est là pour faire la guerre. Il faut être très réaliste. Le monde a basculé et nous connaissons une rupture majeure comme on en a très peu connu dans l'histoire contemporaine. On a une mixité entre ce que j'appelle des affrontements polymorphes, aussi bien de la guerre hybride, vous l'avez évoqué, de la désinformation, que de la guerre de très haute intensité, comme c'est le cas en Ukraine, où vous avez sur le champ de bataille les tranchées de la Première Guerre mondiale, les feux d'artillerie de la Deuxième Guerre mondiale, associés au numérique et l'intelligence artificielle, donc une guerre absolument épouvantable. Pourquoi ? Parce qu'on est revenu à un temps de confrontation de puissance, au pluriel, où un certain nombre de puissances veulent remettre en cause l'ordre international tel qu'on l'a connu depuis de nombreuses décennies. Nous sommes à quelques semaines des Jeux Olympiques de Paris et il faut être honnête, l'environnement géopolitique des Jeux Olympiques de Paris est le pire de l'histoire des Jeux Olympiques. Même en 1936 à Berlin, les relations étaient beaucoup moins tendues. Il faut l'admettre. Certes, on avait des régimes totalitaires, donc je pense à l'Union soviétique de Staline, qui ne participait pas aux Jeux. On avait l'Italie fasciste de Mussolini, mais qui était en plein essor économique. Bon, donc en fait, le contexte des JO de Berlin était beaucoup moins tendu que ne le seront les Jeux Olympiques de Paris. Même si, bien sûr, après, ça a dérapé. Voilà. Et donc, cette remise en cause de l'ordre international, c'est également remettre à plat, je dirais, le post-1945, c'est-à-dire celui issu de la Seconde Guerre mondiale, avec la création, et vous en êtes tous les deux de vrais experts, de l'ONU, qui est même remise en question. Toutes les organisations internationales sont remises en cause, mais également, je dirais, le monde post-1989, celui qui voit effectivement l'effondrement du mur de Berlin, la fin de la bipolarité Est-Ouest, avec finalement une parenthèse idéale qui va durer jusqu'au 11 septembre 2001. Et là, on a une nouvelle phase qui s'achève en fait à l'été 2021 avec la chute de Kaboul, où pendant 20 ans, la préoccupation stratégique, notamment des pays occidentaux, était ce que les Américains appelaient le Global War on Terrorism, ou que nous avions subi à travers notamment les attentats de 2015 et notre engagement au Sahel dans l'opération Barkhane face à la menace islamiste. En fait, aujourd'hui, tout est remis à plat et de manière extrêmement brutale, parce que c'est le retour de la guerre. Ce que l'on n'a pas vu, ou que l'on n'a pas voulu voir, ce sont effectivement les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est-à-dire essayer de décrypter l'environnement stratégique dans lequel l'on est, et la montée en tension, non pas montée en puissance, mais la montée en tension, qui s'est caractérisée d'une part du côté russe et de l'autre côté du côté chinois. Côté russe, on n'a rien compris en fait à Vladimir Poutine. Vous l'avez évoqué, on a pensé que le doux commerce et que le gaz à bon marché de la Russie permettrait en fait de créer ces liens
d'arrimer la Russie à l'Europe. On n'a pas voulu prendre en compte le discours de Vladimir Poutine en janvier 2007. Alors en fait, chaque année, il y a une conférence à Munich sur les questions, les grands enjeux de sécurité, qui est un peu l'équivalent de ce qu'est le Davos pour le monde économique. Et le discours de Vladimir Poutine en 2007 a été un discours extrêmement agressif à l'égard de l'OTAN. Alors, donc nous, on a dit, bon, bah, c'est à l'égard de l'OTAN. En 2007, on n'a pas encore totalement réintégré les structures militaires, mais en 2008, le président de la République de l'époque vend des bâtiments de combat à la Russie. Bon, à l'effroi complet des pays de l'Est, qui eux étaient à la fois membres de l'Union européenne et de l'OTAN, et qui connaissaient ce qui se passait derrière. Bon, on n'a pas voulu le voir. Et puis, simultanément, il y a la Chine, avec en fait l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, donc qui poursuit en fait dans un premier temps sur la stratégie économique de la Chine, c'est-à-dire assurer la prospérité, mais ce que l'on n'a pas non plus voulu voir, c'est le durcissement progressif du régime de Xi Jinping et en quelque sorte l'intronisation d'un pouvoir personnel qui tranche par rapport à ses prédécesseurs. Bon. Et donc on arrive à l'année 2021 qui, pour moi, représente une année charnière, d'autant plus qu'on sort de la crise sanitaire de la Covid, hein, qui a mis quand même l'économie à plat, qui a mis le monde à plat, et on pensait qu'en quelque sorte ça permettrait peut-être qu'après quelque chose où la vie humaine a été mise en jeu, finalement d'une mondialisation qui aurait pu être heureuse pour tout le monde. Pas du tout, en fait, c'est l'inverse qui se passe. Et notamment du côté chinois, hein, on a une fermeture complète hein, de la Chine, hein, souvenez-vous. Et puis du côté russe, eh bien, Vladimir Poutine voit que c'est le moment ou jamais. On a effectivement les Américains qui se replient piteusement d'Afghanistan après 20 ans de guerre, près des centaines de milliards de dollars dépensés pour reconstruire l'Afghanistan, pour un résultat égal pratiquement à zéro. Donc une Amérique avec une nouvelle administration, celle de Joe Biden, qui est finalement sur la défensive, critiquée bien sûr par Donald Trump et les républicains, alors que Biden ne pouvait qu'hériter hein, du bébé. Donc un échec majeur en Afghanistan, et puis une Europe qui est en fin de cycle. Souvenez-vous, à l'automne 2021, c'est la fin de l'ère Merkel, donc qui va quitter le pouvoir. Donc on sait forcément que en plus avec une coalition en Allemagne, donc forcément une Allemagne politiquement centrée sur elle-même. Et puis, de l'autre côté, la perspective d'élection présidentielle en France, printemps 2022, avec les candidats, les sondages de l'époque à l'automne montrent une majorité de candidats hostiles à l'Europe, aux extrêmes. Donc il y a une fenêtre d'opportunité pour Vladimir Poutine. Et le 17 décembre 2021, la Russie envoie une forme d'ultimatum à l'OTAN en disant que voilà, il faut revoir l'architecture de sécurité et que l'OTAN se retire de l'ensemble des pays ayant, en fait, de l'ensemble des anciens pays de l'Est. Et puis arrive donc le 24 février 2022, qui est effectivement une rupture géopolitique majeure, comme on n'en connaît pas beaucoup, je dirais, dans une vie humaine. Il faut bien se rendre compte qu'on a changé d'échelle. Alors aujourd'hui, pour moi, la guerre en Ukraine, hein, je reviendrai plus tard sur la Chine, l'Afrique et d'autres théâtres, c'est bien sûr une guerre existentielle. Existentielle pour l'Ukraine, là, il ne faut pas chercher midi à 14h, il faut qu'il tienne. Il est d'ailleurs très intéressant, justement, à propos de désinformation. En théorie, le mandat de Volodymyr Zelensky est arrivé à échéance, bon, mais compte tenu de la loi martiale, il y a prolongation. J'ai encore vu cet après-midi, sur un blog d'une géopolitologue française, contester désormais la légitimité de Volodymyr Zelensky. Voilà. Il y a des pro-russes, hein, et excusez-moi du terme, hein, une cinquième colonne, il n'y a pas d'autre terme, qui est en France, hein, dans les médias,
et qui soutient ouvertement Vladimir Poutine. Existentiel pour l'Ukraine, mais également existentiel non pas pour la Russie, mais pour Vladimir Poutine. Parce qu'il faut quand même souligner que c'est un fiasco depuis bientôt 3 ans. Il n'arrive pas à gagner la guerre contre l'Ukraine, qui était quand même très désarmée par rapport à un pays qui fait 140 millions d'habitants. De l'autre côté, il y a à peu près 35 millions d'habitants. Je rappelle que 6 millions d'Ukrainiens, essentiellement d'Ukrainiennes, ont quitté l'Ukraine depuis 2022. Donc, sans parler, on pourra l'évoquer, de la catastrophe démographique pour l'Ukraine, mais aussi pour la Russie, non pas pour les 2 ou 3 ans qui viennent, mais pour un demi-siècle. Ça va être quelque chose d'épouvantable. Donc, existentiel pour la Russie de Vladimir Poutine, mais aussi existentiel pour l'Union européenne. Parce que si, effectivement, on faisait ce qu'on ferait un deal, excusez-moi de l'anglicisme, en disant, bon, bah écoutez, allez, on va s'arranger, le territoire que vous avez conquis, les 18%, bah tant pis, on passe par pertes et profits, mais bon, en contrepartie, on fait des accords de plus ou moins de sécurité avec l'Ukraine. Ça veut dire que vous faites un chèque en blanc à Xi Jinping par rapport à Taïwan, à Erdogan par rapport au Kurdistan, à un espace turcophone, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on ouvre la boîte de Pandore pour des décennies. Donc, c'est la raison pour laquelle je considère que le conflit est existentiel pour l'Union européenne et donc pour les États membres de l'Union européenne. Alors, il est vrai que plus on est à l'Est, si on était polonais, les Polonais font la guerre à la Russie, très clairement. Enfin, en tout cas, leur soutien à l'Ukraine leur permet aussi, on pourra en reparler, de régler quand même 3 siècles de relations très compliquées avec la Russie. Mais c'est vrai que plus on s'éloigne, plus on peut penser qu'on est à l'abri. Mais en fait, nous ne sommes pas à l'abri. Pourquoi ? Parce que, là aussi, Vladimir Poutine déteste l'Union européenne et ce qu'elle représente. Il faut bien en être convaincu. Il déteste tout ce que nous représentons et il instrumentalise tout ce qu'il peut faire pour déstabiliser l'Europe, y compris d'ailleurs par la religion, on pourra en reparler. Ce qui veut dire que, alors à l'inverse, le conflit n'est pas existentiel pour les États-Unis. Il faut être réaliste. Bon, la puissance militaire américaine est telle que, de toute façon, elle écraserait ce qui reste de la puissance russe, et donc ce n'est pas existentiel. Bon. Et on le voit également, les réticences allemandes, bon, pour énormément de raisons dont on pourra parler, mais avec le fait de refuser, en fait, de prendre un risque. Bon. Alors, ce qui est assez intéressant, parce que vous parliez de qu'est-ce qu'on fêtera les 80 ans de la victoire le 2 septembre 2025. La question qui est de savoir, c'est est-ce qu'on le fêtera à Moscou, parce que c'est en fait une préoccupation majeure. Parce que ce que l'on voit, et ça c'est une question fondamentale, c'est que aujourd'hui, le temps stratégique, en fait, il est ponctué par 3 dates, par 3 événements. Le 9 juin, parce que très clairement, l'objectif de Vladimir Poutine, c'est un Parlement européen où il y aurait une majorité anti-Europe. Il suffit de voir notamment par exemple en Hongrie ou dans d'autres pays. Les Jeux Olympiques de Paris qui sont une cible. L'objectif de Vladimir Poutine, d'autant plus que ces sportifs ne participent pas aux JO. C'est le fiasco organisationnel des JO. Et c'est là où le JO-bashing de la maire de Paris, alors on peut discuter, on est tous parisiens, mais dire, nous n'avons pas le droit d'échouer, du moins sur le plan de l'organisation. Après, les performances sportives, c'est un autre problème. Mais pour Vladimir Poutine, tout ce qui permettra de faire échouer les Jeux Olympiques, c'est tout bénéfice. Bon. Et puis, la dernière échéance, qui est majeure, alors certes, vous me direz, tous les 4 ans, c'est important, mais c'est l'élection du 4 novembre aux États-Unis. Après, on rentre dans le temps de l'incertitude stratégique. D'où le fait que
du côté du Quai d'Orsay ou d'autres ministères, nous travaillons sur les hypothèses de l'après 4 novembre. Que se passerait-il? Alors, très rapidement, pour être dans les temps, où en est la guerre aujourd'hui? L'objectif pour Kiev, il est très simple, il faut tenir. Tenir, hein, c'est un peu comme ce que disait Georges Clemenceau. Il faut tenir au moins jusqu'à l'automne, pour essayer d'aller après en 2025, quand les avions de combat arriveront. Mais on peut s'interroger sur 2026, 2027. En fait, très concrètement, mon analyse est simple. La guerre s'arrêtera le jour où Poutine disparaîtra. Voilà. Voilà. Alors le problème, c'est que bon, on disait qu'il avait 3 cancers, qu'il allait très mal. En fait, il va très bien. Bon, voilà. Et son problème. Alors peut-être que le jour où il disparaîtra, effectivement, il y aura une révolution de palais, exactement comme à la mort de Staline. Mais tant qu'il est là, il n'y a pas d'évolution possible. Donc, l'objectif pour les Russes, c'est de gagner un maximum de terrain. Donc, gagner, par exemple, non pas conquérir Kharkiv, mais bombarder Kharkiv, hein, par exemple, gagner dans le Donbass, en attendant les élections de novembre aux États-Unis. Voilà. Et là, faire éventuellement un deal. Et ce qui nous inquiète énormément, c'est de faire un deal. Alors, vous voyez, c'est dans un scénario de politique fiction. Trump élu et il décide de faire une rencontre, je ne sais pas où, à Hawaï avec Vladimir Poutine sur le dos des Européens, en fait, très clairement. Et on fait quoi? Voilà. Bon. Donc c'est ça, vous voyez, ces inquiétudes. Alors, là, la France, elle a un rôle majeur à jouer. Bon, pourquoi? Et je parle parce que la France est membre permanent du Conseil de sécurité. La France est une puissance nucléaire et très honnêtement, parce que nous avons la dissuasion nucléaire, on peut discuter. Enfin, on a droit à un strapontin. Nous n'aurions pas l'arme nucléaire pour la Russie ou pour la Chine de Xi Jinping, nous en serions au niveau de l'Italie, un pays fort sympathique, avec une très bonne gastronomie, beaucoup de tourisme, mais qui s'arrête là. Voilà. C'est la dissuasion nucléaire qui fait la différence. Et ce qui fait d'ailleurs, et c'est très intéressant de voir la perception parmi les partenaires européens, c'est que depuis le départ d'Angela Merkel, qui est le leader le plus puissant en Europe, bah, c'est le président de la République. Alors on peut le détester, l'admirer, ou ainsi de suite, mais c'est bien la France qui aujourd'hui porte sur ses épaules le poids voilà, de la dimension géopolitique de l'Europe. Avec le fait que, et c'est la raison pour laquelle l'un des objectifs de la Russie, c'est de déstabiliser au maximum en métropole, hein, avec de la désinformation. Bon, mettre de l'huile sur le feu, bah, c'est les étoiles juives là, c'est les mains rouges sur le mémorial de la Shoah, avec 2000 euros, je déstabilise, hein, je mets de l'huile sur le feu, bon, je soutiens les extrêmes, et financièrement. Bon, vous avez quand même un futur ex-député européen qui est sur une liste extrême, dont on connaît les accointances directes avec Moscou, et idem de l'autre côté. Déstabilisation outre-mer, on pourra parler de la Nouvelle-Calédonie, et bien sûr déstabilisation de l'Afrique, avec le fait que, et en jouant sur des régimes autoritaires, en livrant des armements, des conseillers militaires. Puis vous avez l'avantage au Mali, c'est que il suffit d'avoir une petite mallette de diamants tous les 6 mois, ça prend pas beaucoup de place, mais c'est ce qui rapporte, hein. Et pour la mallette voilà, vous avez entre guillemets beaucoup moins d'emmerdement qu'un pays comme la France qui essaye de reconstruire, faire des écoles, faire des puits. Les Russes, ils s'en foutent, ils garantissent la sécurité de la junte. Alors justement, pour aller très vite sur l'Afrique, bah, c'est très compliqué, hein, avec une remise en cause des relations nord-sud, avec bien sûr, là encore, un élément essentiel, c'est la Russie fait tout pour favoriser les migrations vers l'Europe. Là encore, penser que l'on peut créer des murs infranchissables contre les migrations du sud vers le nord, c'est mentir, c'est une illusion, parce que s'ils ne passent pas par la Méditerranée, ils passeront par la Biélorussie, ils passeront par... voilà, c'est comme ça. Et bien sûr, en jouant sur la désinformation, et ainsi de suite. Alors bien sûr, très vite, concernant le Proche et Moyen-Orient, ce que l'on peut, je ne vais pas refaire la guerre depuis le 7 octobre,
ce que l'on voit en tout état de cause, c'est qu'il n'y a pas de réel soutien du Hamas par les pays arabes. Bah oui. Alors, ça ne veut pas dire que la rue arabe ne soutient pas. Mais les dirigeants des pays arabes, et notamment du Golfe arabo-persique, ferment les yeux sur ce qui se passe, hein, et ça les arrange bien. Bon. Parce qu'il y a un problème, c'est l'Iran. L'Iran, puissance déstabilisatrice, hein, que ce soit avec le Hezbollah, le Hamas ou les Houthis. Les Houthis, ils ont encore frappé un vraquier grec aujourd'hui. 40% du trafic du canal de Suez a disparu. Or, vous savez que le canal de Suez, c'est la troisième ressource en devise pour le pays. La première étant la diaspora égyptienne et la deuxième étant le tourisme. Or, aujourd'hui, aller faire du tourisme en Égypte n'est pas forcément là-dessus. Donc, rejet de voilà, donc voilà où on en est pour cette partie-là. Je terminerai avec la Chine. La Chine, elle est dans une confrontation, compétition avec les États-Unis. Alors, elle ne veut pas faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait la guerre depuis 1979 contre le Vietnam. Et en fait, elle s'est pris une claque. C'est-à-dire qu'en fait, son objectif, c'est le jeu de Go, c'est-à-dire étouffer l'adversaire pour qu'en quelque sorte, il renonce de lui-même en disant, après tout, c'est le capitalisme contre la démocratie, enrichissez-vous. Mais c'est un régime totalement totalitaire qui veut en fait avoir un monde aux normes chinoises, hein, qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, avec une forme de soumission là-dessus. Voilà, alors je conclurai très vite. Bouleversement de l'ordre international comme on ne l'a jamais vu depuis des décennies. Incertitude stratégique majeure et qui dépend beaucoup de la situation du front en Ukraine et donc des combattants ukrainiens. Incertitude politique donc, a commencé chez nous, enfin, en Europe au sens large, et bien sûr avec les États-Unis le 4 novembre. Et donc ça veut dire quoi? Eh bien qu'on a besoin d'Europe, et que si l'Europe ne se défend pas, elle finira effectivement comme les dinosaures, dévorés par les carnivores qui sont autour. Voilà, j'espère avoir répondu. Je voudrais commencer par remercier le général Pellistrandi, parce que vous avez entendu qu'il n'a pas seulement exposé les compétences d'un expert en géopolitique et en questions militaires, mais il a mis beaucoup de ses propres convictions, donc de son savoir et de son histoire dans ce qu'il nous a dit, et nous n'avons pas seulement besoin d'experts, mais aussi de personnes engagées, qui tranchent sur des questions compliquées, comme il a pu le faire. Je vais intervenir en complément de ce qu'il a fait. D'une certaine manière, il nous a bien commenté les motifs que nous avons de craindre et de redouter des menaces considérables. Il a dit existentielles pour l'Europe et pour ses États membres, mais il faut peut-être creuser cette différence. Et moi, je voudrais peut-être creuser, s'agissant de l'Europe et de son existence, les motifs que nous avons de la soutenir et de rester attachés à des convictions, fussent-elles battues en brèche par des revers qui sont en partie annoncés. Donc il y a ce que nous pouvons craindre, mais il y a ce que nous pouvons continuer de croire. Et l'histoire française montre que même dans des situations assez désespérées, il était utile que certaines personnes continuent de croire. C'est peut-être dans ce cas-là que nous sommes aujourd'hui. Alors, j'ai construit ma présentation sur 3 thèmes. D'abord, rappeler que l'Union européenne, telle que nous la voyons aujourd'hui, est le fruit d'une très lente genèse de ce qu'on pourrait appeler une puissance de paix. Mais une puissance de paix pourtant de paix. C'est pas rien. C'est ce qu'on a appelé le soft power. Le soft power n'est pas sans mérite. Et donc, je vais m'inscrire un peu en nuance par rapport à l'idée que le doux commerce, c'est de la rigolade. C'est pas tout à fait vrai. Et le second point que je voudrais développer, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, manifestement,
le soft power a atteint ses limites. Donc je vais là reprendre des choses que le général a dites, et que de certaine manière, il nous faut manger notre chapeau. C'est la fin d'un certain nombre de faux semblants qui étaient liés précisément à une conviction excessive dans les vertus de ce soft power. Mais dire qu'il n'est pas suffisant ne veut pas dire qu'il est nul. Donc ce sera un peu là, le sel de ce que je vais apporter pour tenter, in fine, de rejoindre l'objectif de votre marche sur plusieurs séquences. Est-il encore possible pour les Européens de peser pour la paix mondiale? Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'Europe que nous avons, qui n'est pas celle que nous voudrions avoir, est-ce qu'on peut quand même travailler pour la paix? Puisque vous avez donné ce titre, « Vouloir la paix », à ce cycle de conférences qui est évidemment assez provocateur compte tenu du contexte où nous sommes. Alors, l'Europe est le fruit, sur les 60 dernières années, 1950-2007. 2007, c'est la dernière métamorphose des institutions européennes, ce qu'on appelle le traité de Lisbonne, le traité de l'Union européenne. Au cours de ces 60 années, on a vu se forger des institutions dont nous héritons aujourd'hui. Et il est bon de prendre une mesure rétrospective de ce parcours, car on peut de cette façon à la fois saisir l'ADN, comme dit Nicole Niesotto, une grande géopolitologue française, c'est-à-dire ce qui est instinctif dans la construction de l'Europe, et qui ne se change pas facilement, et donc voir à la fois qu'on n'est pas tout à fait adéquat avec la situation d'aujourd'hui, mais qu'en même temps, dans cet ADN, il y a des réflexes, il y a des structures fondamentales qui, justement, sont la cause qu'on nous déteste. Le général a rappelé à quel point nous étions détestés par Poutine et je pense aussi par la Chine, mais ce n'est pas par hasard. Cette détestation a un objet qui est précisément ce qu'il convient que nous continuions de défendre. Et ça a été construit non pas récemment, mais dans une longue trajectoire qui a commencé avec l'appel de Schuman en mai 50. Alors, pour revenir sur donc c'est l'histoire de la soft power. Soft power, c'est-à-dire une puissance qui n'est pas géopolitique, parce qu'elle ne dispose pas des éléments militaires, d'accord, elle est incomplète, mais ça ne veut pas dire qu'elle est nulle, qu'elle n'a pas produit des effets dont certains sont encore durables et continuent de faire l'attractivité de l'Europe. Donc, je voudrais déjà dissiper une ambiguïté, parce qu'on pense souvent qu'au moment que l'appel de Schuman de 9 mai 50, l'Europe n'a pas été faite et nous avons eu la guerre. Quand il a dit ça, il pensait à la guerre entre les Européens. Et beaucoup d'analystes disent, oui, c'est très bien cet appel de Schuman et la CECA, etc., mais en réalité, tout ça, c'est juste le produit de la guerre froide. Ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas justement une nécessité de rééquilibrer les forces occidentales sous l'égide du traité de l'OTAN et des Américains. Mais en faisant ça, on passe sous silence qu'à la faveur de ces événements géopolitiques, certes, il s'est construit quelque chose d'original qui n'est pas réductible aux nécessités géopolitiques du moment. Et ce quelque chose d'original, justement, c'est une puissance de paix qui prétendait, hier, dès l'origine, l'appel de Schuman, ce n'était pas seulement la paix, plus jamais la guerre entre nous, mais il disait une Europe unie pourra apporter une contribution décisive à la paix mondiale. 1950. Donc nous avions à l'époque quand même une personnalité d'essence chrétienne, visionnaire, qui a certes eu le génie de reprendre à son compte les propositions de Jean Monnet, mais qui avait quand même un instinct politique assez fondamental en disant que la réconciliation franco-allemande pouvait, dans son sillage, changer la physionomie des rapports internationaux. Alors, la suite ne lui a pas donné complètement tort. Oublier cela, c'est oublier les raisons que nous avons aussi de nous défendre. Alors, on peut constater, on peut dire d'une manière, on pourrait faire toute l'histoire du changement des institutions européennes depuis 1950, depuis le traité de la CECA jusqu'au traité de l'Union européenne, donc
celui qui est issu de la Convention de Giscard d'Estaing, on pourrait voir qu'à chaque fois qu'il y a eu un changement significatif, c'est qu'il y a eu une espèce de choc géopolitique qui, lui, était indépendant du cours de l'histoire européenne, mais qui a amené les Européens à approfondir les caractéristiques de leur union. Tout s'est passé comme si les chocs géopolitiques mondiaux avaient été saisis comme autant d'opportunités par des prédécesseurs géniaux qui ont eu l'habileté de faire de nécessité vertu, c'est-à-dire de proposer aux Européens d'aller plus loin que ce qui était juste la réponse aux nécessités du moment, et d'aller dans le sens d'une véritable union politique de caractère irréversible et peut-être à terme de caractère fédéral. Donc, ce que je veux souligner par là, c'est qu'on peut certes dire que les accords de Reykjavik, ça c'est 1983 ou 84, qui a signalé que la guerre froide est en train de prendre fin et que par conséquent la puissance américaine allait se déployer économiquement d'une façon qui était inédite. Donc ça a donné lieu à l'acte unique de 1986. On peut dire que la chute du mur de Berlin a vraiment beaucoup facilité l'existence de l'euro. On peut dire que la réunification, la demande d'appartenance à l'Union européenne des pays d'Europe centrale et orientale ont amené le dernier traité. Donc on peut dire qu'à chaque fois, nos changements importants, les changements du traité fondamental, sont dus à des causes extérieures, mais ce que ces causes ont produit dépasse largement les causes elles-mêmes. Elles ont produit quelque chose dont nous sommes les héritiers, et qui, certes, s'appelle une puissance douce, une puissance qui n'a pas les attributs géopolitiques qu'on pourrait souhaiter, mais qui n'a pas été sans fruit du point de vue de la paix. Alors, je cite quelques-uns de ces fruits. Dès l'origine, quand il s'agit d'associer les pays, les colonies françaises au marché commun, l'Allemagne a signalé qu'elle n'accepterait pas que la France poursuive sa politique coloniale. Guy Mollet a dû se situer dans une perspective de décolonisation pour obtenir un certain nombre d'accords allemands sur la mise en œuvre du marché commun. Les accords de Cotonou et de Lomé, que mon voisin connaît bien, sont des accords qui tentaient d'établir entre les pays ex-colonisés et les pays européens des rapports qui n'étaient pas de domination complète, mais qui reconnaissaient les besoins spécifiques de stabilisation de ces pays. On pourrait dire que par la suite, dans les années 2000, quand on a vraiment cru, on n'y croit plus, au multilatéralisme commercial, à ce moment-là, l'Union européenne a développé, dans le cadre de l'OMC, des perspectives spécifiques, notamment en faveur des pays les moins avancés, les PMA, en reconnaissant qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le jeu du commerce sans avoir en même temps des privilèges particuliers. L'initiative All But Arms est développée par l'Union européenne pour dire, vis-à-vis de ceux qui sont très pauvres, nous acceptons sans aucun droit toutes les exportations, sauf éventuellement les exportations d'armement. On est 40 ans plus tard. Autrement dit, dans l'ADN de l'Union européenne, il y a une idée du rapport au monde global, qui est une idée qui essaye de réparer des injustices, qui certes croit au commerce, mais pas au commerce sans aucune règle, sans aucune aide, sans aucune attention aux besoins spécifiques des partenaires. Mais peut-être que la façon la plus décisive dont l'Union européenne a été puissance de paix, c'est qu'elle s'est avérée, au long de son histoire, un refuge, un point d'ancrage pour les jeunes démocraties, pour les pays qui sortaient de la dictature. Ça a commencé avec la Grèce, on continue avec l'Espagne et le Portugal. Ensuite, on a toute une série de pays qui nous rejoignent en 2004, puis en 2006, encore la Croatie, et aujourd'hui, c'est 9 pays qui sont candidats à l'Union européenne, auxquels on a reconnu la qualité de pays candidat, ce qui n'est pas rien. Entre parenthèses, la Moldavie, la Géorgie, l'Ukraine. Il existe un article 47, paragraphe 2 du traité de l'Union européenne qui établit une responsabilité de solidarité avec les pays de l'Union européenne en difficulté. Donc, nous n'avons pas pris n'importe quel. Ce n'est pas une absence de risque que nous avons pris. C'est que nous avons vraiment pensé que pour pouvoir les stabiliser et
contrer de manière politiquement significative l'influence et la mainmise russe, un geste très important devait être fait. À travers les processus d'élargissement que parfois les Français ont un peu de mal à admettre et à comprendre, se déploie une capacité effectivement géopolitique qui n'est pas appuyée sur le militaire, c'est vrai, qui n'est pas ultimement totalement souveraine, mais qui est quand même significative d'une attractivité liée non à la subordination, à la domination, à la puissance sans frein, mais au fait de la promotion effective de valeurs et de principes, de liberté et de démocratie, de non-discrimination, qui est un idéal effectivement pratiqué, tant bien que mal, et qui donc est crédible pour beaucoup de pays et pour beaucoup de jeunesse du monde, encore aujourd'hui. Bon, alors, à telle enseigne que je ne vais pas les citer, mais il y a de très nombreux textes de l'Église catholique dans la décennie 2000 qui saluent ce déploiement d'une puissance de paix, notamment des textes de la Comessée, des textes pontificaux, et qui soutiennent la transformation de l'Union européenne en union politique, bien qu'elle ne soit pas pourvue des éléments de la puissance militaire, et que c'est vrai, de ce point de vue-là, elle n'est pas une puissance géopolitique. Je dis tout ça parce que il me semble qu'il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas dire purement et simplement parce que Vladimir Poutine est véritablement tout puissant, parce que la Chine l'est aussi, que nous manquons de tout. Nous sommes effectivement vulnérables, extrêmement vulnérables, et je vais y venir, mais ça a été mieux démontré auparavant. Mais nous avons des raisons de défendre quelque chose à quoi nous tenons et qui nous dépasse. Nous ne tenons pas seulement à nos appartenances nationales, mais nous avons construit quelque chose qui, vaille que vaille, est initié un processus de relation entre les nations fondé sur l'état de droit, fondé sur la démocratie, fondé sur le pluralisme surtout, la reconnaissance de la diversité, l'ouverture à la variété, la non-exclusivisme sur l'histoire et la culture. Et ça, c'est infiniment précieux. Et je vais y revenir, parce que ça ne meurt pas. Ça n'est pas mort. Alors, mon deuxième point, c'est de dire, ben oui, effectivement, on a été, c'est vrai, porté par cet ADN, et on a été excessivement euphorique et optimiste, voire naïf. Là, je suis bien d'accord avec mon interlocuteur général. À partir de 2009, donc 2007-2009, les institutions de l'Union européenne sont en principe équipées de tout l'attirail d'une puissance politique. Il y a un chef d'État collectif, c'est le Conseil européen, avec un président autonome et un secrétariat autonome. Il y a un haut représentant qui préside le Conseil des affaires étrangères et qui dispose d'un service également autonome qui s'appuie sur les services des affaires étrangères de tous les États membres. Il y a des moyens propres qui sont attachés à cette politique européenne extérieure et qui comporte aussi un volet de sécurité et de défense dont nous n'avons pas parlé, mais volet qui effectivement est largement fictif, puisque pour son essentiel, il est dépendant, subordonné au parapluie américain. Pour la plupart de nos partenaires, pour tous, c'est ce parapluie américain qui est décisif. Il n'y a que nous qui ayons à son égard une certaine autonomie. Il faut d'ailleurs bien comprendre ça si on prétend ensuite construire une défense commune. On ne peut pas négliger que leur vision est différente de la nôtre et il va falloir construire sur cette différence. Et je reconnais que, porté par cette dimension, je dirais, d'une puissance pacifique qui mise sur le multilatéralisme, sur le commerce tempéré par les règles et l'aide au développement, nous avons eu de nous-mêmes une perception faussée. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de déclarations, notamment le Conseil européen de Laeken, c'était en 2001, mais aussi on peut trouver encore des déclarations de Van Rompuy, lorsqu'il est le premier président du Conseil de l'Union européenne, devant les Nations unies, qui dit l'Union européenne est une expérience mondiale exceptionnelle et à valeur internationale, qui prouve que le multilatéralisme est efficient beaucoup plus que la multipolarité concurrentielle agressive. Donc nous nous appuyons sur un narratif
qui survalorise ce qui semble avoir réussi et qui contribue à cette cécité que vous avez très bien décrite, cécité qui se manifeste à plusieurs reprises, bien sûr en 2007, mais ça se répète en 2016 au moment de l'invention de la Crimée. Les accords de Minsk sont des accords de dupes, je suis d'accord avec vous. On a extrêmement de mal à se débarrasser d'une vision optimiste de Vladimir Poutine, et c'est seulement en 2022 que l'ensemble des pays de l'Union européenne, pas ceux de l'Est qui nous avaient prévenus, réalisent que effectivement, Vladimir Poutine est ce que vous avez décrit, dans un contexte où le soutien américain n'est plus sûr. Et je dirais que la prise de conscience elle est double. D'une part, nous nous sommes trompés. Oui, je suis en réunion. Une réunion peut être très complexe. Hein. D'une part, nous nous sommes trompés en pensant que nous étions un modèle pour le monde. Personne ne nous imite. Nous avons cherché à prêcher non seulement le multilatéralisme, mais aussi la coopération régionale. Nous avons développé là où nous pouvions, notamment en Afrique, mais aussi en Amérique latine, des zones de coopération. Et nous avons pensé que c'était en soi seul des éléments stabilisateurs. Et non, ça n'a pas aidé. Nous voyons en Afrique, notamment subsaharienne, à quel point les zones de coopération régionale auxquelles nous avons contribué ne suffisent pas du tout à contenir une détestation de l'Europe et de la France et des conflits à l'intérieur même de l'Afrique. Non seulement nous n'avons pas fait école, mais en plus, je crois que c'est un point sur lequel nous nous rejoignons totalement, nous sommes réellement détestés, haïs pour ce que nous sommes. Nous représentons une menace pour les visées de Vladimir Poutine et probablement aussi pour les visées chinoises, et qui ont besoin de se trouver en face de pays divisés et séparés. Dans le contexte asiatique, et j'y reviendrai, toute forme d'union contre la Chine serait tout à fait catastrophique par rapport à ce désir d'étouffement et d'oppression générale. Le modèle européen, dans lequel il n'y a pas d'hégémone, dans lequel qui n'est pas un modèle impérial, mais dans lequel volontairement des nations adhèrent à un état de droit qui les dirige, un état de droit supranational auquel ils s'engagent, ce modèle est détestable, il est menaçant, mais il est aussi menaçant, bien entendu, puisqu'il repose sur une vision de la civilisation qui n'est pas celle que préconise ni le régime chinois, ni le régime russe. Et pour moi, effectivement, peut-être une des déclarations récentes les plus intéressantes est celle du patriarche Kirill, dans un grand, je vous en parlerai davantage, dans un grand rassemblement pan-orthodoxe sous l'égide de l'orthodoxie russe. Il n'y avait pas tout le monde, il y avait quand même un certain nombre d'orthodoxes. Et lire la déclaration du patriarche Kirill, c'est une déclaration de guerre à l'Occident. Il prêche la guerre sainte contre les Européens. Il nous regarde comme des dégénérés, comme des populations qui acceptent les homosexuels, qui ont complètement raté la politique familiale. Oui, des dégénérés, qui ne sommes pas dignes du christianisme que nous préconisons. La violence du discours de Kirill, du discours guerrier, est en dessous de celle de Vladimir Poutine, et on peut se demander entre Vladimir Poutine et Kirill, quel est celui qui soutient l'autre. On peut se demander si ce n'est pas Poutine qui vient chercher chez Kirill un soutien idéologique. Nous sommes détestés, et ça, c'est complètement nouveau pour nous. On a toujours pensé que nous étions les amis de tout le monde, de la Terre, que notre volonté de pacification, notre volonté de tirer un trait sur la période coloniale, l'Union européenne se construit en opposition au colonialisme des membres qui y participent, c'est pour ça que j'ai cité Cotonou et les accords de Lomé. Bien, ceci semble être un échec. Pour la première fois, nous prenons conscience que nous sommes menacés existentiellement, pas les États, je pense que ça c'est un peu plus compliqué, mais l'Union elle-même. Ce qui est fragilisé, c'est le fait même de l'Union et le fait que son essence, ce qui la consolide, ce sont fondamentalement les droits fondamentaux de l'homme,
l'état de droit, le pluralisme culturel, politique et religieux, et le fait que tout ceci soit vécu non pas de manière incantatoire et facultative, mais à l'intérieur d'un système d'institutions, les traités, qui font obligation aux uns et aux autres de se plier à une autorité supranationale. Ça, effectivement, c'est devenu détestable, c'est menacé, et je ne vais pas reprendre ce que vous avez dit, mais je vous rejoins complètement. Je suis plus long que vous l'avez été, donc je vais m'en excuser, et je voudrais terminer sur justement, je me suis dit, mais je ne peux pas laisser mes interlocuteurs sur ce constat. Il ne suffit pas de dire, bon, ben alors, défendons-nous. Il y a quand même un doute. C'est-à-dire que quand on entend certains géopolitologues aujourd'hui, et j'écoutais il n'y a pas longtemps l'excellent Thomas Gomard, il est tellement pessimiste sur l'écart entre ce qu'est l'Europe, les États qui la composent, du point de vue d'une souveraineté stratégique et militaire. C'est quelque chose qui paraît tellement loin quand on l'écoute, qu'on se demande si la France n'a pas intérêt à reprendre ses billes. C'est pas du tout évident de conclure que l'Union européenne est nécessaire sur un plan géopolitique et militaire. Mais bon, il dit que c'est nécessaire, donc ça veut dire qu'il pense que c'est pas complètement impossible à partir d'un puzzle aussi complexe que celui des États membres de l'Union européenne, dans leur diversité de conception de leur défense ultime stratégique. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce qui est important? Alors ça, c'est moi qui parle, hein, vous pouvez avoir d'autres idées. Mais qu'est-ce que nous pourrions faire pour vouloir la paix? Alors, j'ai privilégié 4 points. Bon, si nous voulons aujourd'hui vouloir la paix, eh bien d'abord, nous devons montrer que nous voulons nous défendre. Et donc, je pense qu'effectivement, la question militaire est prioritaire. Heureusement, tout le monde est d'accord. Ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a des visions, il y a surtout des retards, des traditions. Les industries de l'armement ne sont pas bâties de la même manière. Enfin, il y a une très grande difficulté à donner une suite à cette capacité. Néanmoins, il faut voir que ce qu'a fait par exemple le commissaire Thierry Breton, avec très peu d'argent, 8 milliards d'euros, pour pouvoir coordonner bien davantage la production d'armement en Europe, est extrêmement prometteur. Récemment, je voyais une rétrospective sur Jean Monnet, et Jean Monnet a tiré d'une expérience purement commerciale qu'il avait aux États-Unis, du fonctionnement des industries, il en a tiré des applications pour la rationalisation de l'effort de guerre dans un laps de temps extraordinairement court, et je pense qu'il n'est pas du tout impossible de s'appuyer sur la capacité du marché intérieur européen pour développer dans le domaine, ce qu'on appelle les domaines duaux, les domaines qui sont à la fois civils et militaires, et qui sont tout à fait importants, des ressources importantes et qui seraient à la disposition de tous. Il y a aussi, j'y ai fait allusion, dans le traité de l'Union européenne, celui de 2007, un article 47, paragraphe 2, qui à certains égards est plus contraignant que l'article 5 de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il établit une obligation de solidarité entre les États membres si l'un d'entre eux se trouve en danger, en difficulté, obligation de solidarité qui amène les autres États membres à utiliser tous les moyens dont ils disposent pour satisfaire à cette solidarité s'il y est fait appel. Structurer cet article n'a pas été fait, mais si jamais M. Trump venait au pouvoir et qu'il manifestait qu'il y a moins de... le soutien de l'OTAN est plus conditionnel, on pourrait mobiliser cet article pour construire à l'intérieur des structures de l'OTAN, bien sûr. Je ne vois pas qu'on puisse se passer des structures de l'OTAN qui, pour l'instant, sont celles qui définissent l'interopérabilité, les commandements intégrés, tout ça, heureusement qu'on l'a. On ne va pas réinventer ça à côté. Mais on pourrait, et les juristes sont habiles à ça, utiliser cet article pour incorporer dans la structure otanienne des éléments non strictement militaires, mais qui font la force de l'Union européenne. C'est la capacité de combiner du militaire et du non militaire. C'est-à-dire, justement, du commercial, de la recherche, des choses avec lesquelles nous sommes relativement habiles.
Le second point sur lequel on devrait travailler, ben, c'est de consolider notre propre cohésion. C'est vrai qu'il est absolument désolant qu'une partie de l'opinion publique européenne ne croit pas vraiment à l'Union européenne et donc n'est pas prête, en cas de danger existentiel, à la soutenir. Donc ça paraît une évidence, je ne vais pas le développer beaucoup plus, mais il nous faut plus d'Europe sociale et il nous faut plus de coopération entre Européens. Il nous faut associer davantage les acteurs régionaux et sociaux à la construction de l'Europe de l'environnement. C'est vrai que les échecs qu'elle a connus sont en partie des échecs qui sont liés au déficit de solidarité. Renforcer ce qui est solidariste dans l'Union européenne, dans les politiques sociales et environnementales, c'est tout à fait essentiel pour pouvoir faire prendre conscience de ce que nous avons en commun. Je pense aussi que, et ça c'est un point plus difficile, il faudra probablement être plus strict sur la politique migratoire. Je suis de ceux qui pensent que l'insuffisance de rigueur de la politique migratoire et de l'asile actuelle est un des éléments de décohésion dans l'Union européenne. On ne peut pas ne pas le lier à la montée en puissance des partis anti-européens. Et donc, je suis partisan, je ne vais pas le développer ce soir, de plus de rigueur, plus de prévisibilité, ce qui ne veut pas dire pas d'ouverture. Mais je pense que nous avons besoin de réinventer les rapports avec les pays d'origine, dans le sens d'un gagnant-gagnant, mais qui nous permettrait de combattre avec plus de rigueur l'immigration irrégulière, le fait qu'elle constitue aujourd'hui quasiment quelque chose d'aussi important que l'immigration légale, n'est pas sain pour la cohésion européenne. On ne peut pas s'en satisfaire. Et je vais même dire de manière plus provocatrice, les protestations de mes amis qui sont du côté des ONG droits de l'homme ne suffisent pas à construire une politique migratoire, elle est à faire. Et ça fait partie des choses qui nous permettent d'avoir plus de cohésion. Il faut continuer de se présenter sur le plan mondial avec cet aspect d'une politique étrangère fondée sur les droits de l'homme. Récemment, je lisais sur le site du Grand Continent, qui est sans doute le meilleur site sur les questions européennes, un sondage fait dans les pays de l'ASEAN. Les pays de l'ASEAN, hein. Donc, les pays tels que l'Indonésie, le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Malaisie, les Philippines, Singapour, Thaïlande, le Vietnam. La question qui était posée, vers qui l'ASEAN devrait-elle se tourner pour se protéger des incertitudes de la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine? Quel partenaire stratégique préféré auquel feriez-vous confiance, hein? On interroge les Vietnamiens, les Malais, les Indonésiens, les Singapouriens. Australie, 9%, Inde, 10%, Corée du Sud, 6%, Royaume-Uni, 9%, Japon, 27%, Union européenne, 37%. L'Union européenne vient en tête dans tous ces pays pour l'identification du partenaire sur lequel on pourrait s'appuyer face aux incertitudes de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Donc, nous n'avons pas perdu les caractéristiques qui sont liées à notre caractère de soft power, ne les perdons pas complètement, et dans la manière de nous défendre, d'utiliser la capacité militaire, ne cédons pas à la tentation de renoncer à nos valeurs fondamentales, celles que nous voulons préserver, que j'ai évoquées, les droits de l'homme, le pluralisme démocratique, le respect de la dignité de tous, et enfin, ouais, c'est tout, ça suffit, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu voulais ajouter? Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, je voulais ajouter que il faut ouais, je n'ai pas parlé, mais je pense que pour l'instant, la stratégie climatique de l'Union européenne manque à traiter correctement les pays du Sud, de même que la stratégie migratoire. Donc il y a une réadaptation de la stratégie qui est trop unilatérale de l'Europe en ce qui concerne l'environnement, le changement climatique, et ça va de pair avec les questions migratoires. Vaste débat, bien sûr.